Là par exemple j'ai l'AC allumé, le décapeur. Vous voyez qu'on n'est pas obligé d'avoir l'écran allumé. Ça c'est aussi une variation qu'il peut y avoir selon les stations d'énergie. Et c'est plutôt pas mal. Par contre les boutons restent allumés. Quand même assez discret. Plus discret bien sûr que si l'écran était allumé. On pourrait mettre un petit post-it par-dessus, je pense. Bon, là il chauffe bien. Et si je veux voir, ben, j'allume. Mais c'est bien qu'ils se mettent en veille. Parce que certaines stations ne permettent pas de mettre, enfin il se met jamais en veille si quelque chose consomme, et voire d'autres il se met jamais en veille si la station est allumée. Alors là je voulais juste voir avec l'appli si c'est bien réactif pour couper. Oui, tout à fait. Mais on a voilà un petit délai de mise en route. Mais après je vais rajouter l'autre chauffage aussi en même temps, comme ça on va voir s'il se met quand même à ventiler. Ah si, quand même il se met à ventiler un peu. Ok, alors là je fais pas de bruit, je vous laisse écouter. Mais ça commence à être un petit peu tiède. Ouais, le côté le plus bruyant c'est ce côté. Côté entrée d'air, côté sortie ça fait moins de bruit. Mais de face c'est encore un petit peu plus atténué. Donc s'il fallait éloigner une face de sa zone de sommeil, de son lit, par exemple dans un camping-car ou quoi, il vaudrait mieux mettre celle-ci à l'opposé. Alors j'ai ramené le petit chauffage de la maison, donc petit soufflant. 1800 watts céramique. Le problème avec ces petits chauffages, c'est qu'ils sont plus efficaces que ceux tout basiques où il y a juste les résistances là en mode ressort. Sauf que ça fait vraiment un bon filtre à poussière. Donc ici, ça s'accumule, enfin derrière le ventilo, ça s'accumule beaucoup. Et c'est là que ce petit appareil est hyper utile parce qu'après je peux souffler sans rien démonter. J'envoie de l'air sous pression là-dedans. Et puis ça arrive à sortir par ces grilles. Parce que sinon ils perdent vraiment, je trouve, en efficacité. On va regarder d'ailleurs combien ils consomment. Celle-ci j'ai pas testé encore je crois. Voilà, toi tu es toujours connecté. Oui, 93%. Ouais, donc il se met pas en route, ça me plaît. Si j'appuie, ça se remet en route. Si je rappuie, est-ce que ça l'éteint? Non, j'ai pas de moyen de l'éteindre. Alors attendez, là il est au max, il monte à peine à... Ah si, quand même. Quand même. 1000. Bon, on va voir jusqu'où il va. Là, il se réchauffe. Non, ça me réchauffe aussi, c'est pas mal. Mais je pense pas qu'il va sortir les 1800 watts. Du coup, on verra après dépoussiérage s'il fait mieux. Je le laisse encore un peu... Je suis au max, oui. En même temps, c'est bien, ça fait des économies d'énergie quand ça monte. Le garage, ça lui fait bizarre, il n'a pas l'habitude d'avoir de la chaleur. Et là, il s'est... Ah oui, en plus, juste avant, j'ai coupé la séquence et il s'est arrêté immédiatement après. Donc en fait, il n'a pas ventilé longtemps. Voilà, il devrait se remettre en route. On est à peu près à pas loin des 1100 watts. Non, il est toujours en mode léger de refroidissement. Et là, je vais tester... Ah, j'ai pas regardé combien de temps il nous prédit avec ça. 1 heure. 1 heure et 3 minutes. Et je vais allumer aussi donc le décapeur. À fond. Oh! Surcharge. Ok. Voilà, attends. Je recoupe. Je te relance. Ou je peux le faire là. Ça va plus vite. Pas besoin de rester appuyé. Bon, il repart direct en tout cas. Voilà, ça chauffe. Et lui, je vais le monter, mais pas aussi violemment. Parce que le 4000 watts crête, c'est pas fait pour tourner à 4000 watts. C'est fait pour tourner max à 2400. Donc on va essayer de les atteindre. 2006. Ah, vous voyez, il réagit pas immédiatement. Mais à 2665, il a coupé. Et lui, si je le mets sur 1, il tourne à combien? Probablement autour de 900 watts en principe. Non, 500... Autour de 550. Et le ventilo, combien? C'est là qu'on voit la différence avec un petit chauffage soufflant classique. C'est que là, ça me souffle encore de l'air chaud parce que c'est en train de refroidir le radiateur qu'on pourrait appeler, quoi. Enfin, un petit radiateur interne céramique là.
Ah, c'est encore tiède. Donc 19 watts en mode ventilateur. Et moi je vous mets ça en plein milieu, putain. Idiot. Là il s'est mis à souffler. Je crois à ventiler un peu plus. Ah, cette fois il va au-delà. Ah, c'est marrant, peut-être plus il chauffe et plus il s'approche de sa puissance max, on dirait. Mais ça reste quand même autour de 1200 là. Donc niveau 1. « 540, ok. Bon là par exemple dans un véhicule, caravane, camping-car, van, un petit chalet et tout, 500 watts ça suffit, hein, franchement. Et là 2 heures de chauffage, ça chauffe vite le volume. Il n'a pas l'air de chauffer, il n'y a pas de point chaud. Non, ça va aller. Je viens de tester avec ce truc, ce souffleur. Ils disent 250 et 550 watts sur les deux positions, mais en fait, bon, ça va faire beaucoup de bruit. La première position, elle est plus à 450 et la deuxième plus à 600. Mais on n'a pas de 250 watts. Bon, je vais souffler ce radiateur, puis on va regarder s'il est au-delà des 1200, franchement au-delà, ou s'il est toujours à peu près pareil. Dans ce cas, ça voudra dire qu'il n'a pas du tout le rendement, enfin, qu'il consomme pas, enfin, qu'il n'a pas la puissance annoncée, quoi. Alors, on va dépoussiérer. Non, j'ai pas besoin de le brancher pour le moment, c'est lui que j'ai besoin de brancher. 4 sorties, c'est quand même vraiment cool, hein. Regardez-moi ça. Oh là là. Ah, si en plus on a des animaux. Oh, oh la bouloche. On dirait qu'il y a une souris dedans. Je vais essayer de la faire sortir. Franchement, trop pratique ce petit souffleur. J'utilise aussi pour les filtres d'aspirateur. Plutôt que de les taper là, les abîmer et que c'est jamais très efficace. Là, au moins, avec ça, je fais tout sortir. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit bien au travers de la grille maintenant. La partie résistance céramique. Voilà, c'est bien dégagé, mais c'est top. Il faut juste pulvériser la bouloche par derrière, la refaire sortir et tout. On y arrive. Très bien. Ah ouais, c'est nickel. Parce que ça fait vraiment... Tout ce que ça aspire ici, ça devient un tapis contre cette grille et ça perd totalement en efficacité. J'avais ouvert un autre radiateur comme ça, j'ai enlevé une gaufre, il s'en sortait plus quoi. En plus, j'imagine que ça peut risquer de cramer. Donc ça c'est bon, vite fait, bien fait. Plutôt que de démonter, bon il n'y a que 4 vis, mais des fois c'est chiant à réassembler et tout. Là au moins c'est nickel. Alors, suspense. Il marche plus, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Sérieux? Non. Ah, mais non, attendez, j'ai pas branché la bonne machine. J'ai branché le décapeur. C'est mieux. Bon, il fait un petit bruit, mais c'est pas non plus un truc de qualité. Le petit l'a fait tomber plein de fois. Monte en température, vas-y. Bon, moi je sais pas du tout comment... Qu'est-ce qui est prévu avec ces appareils, mais ça sort pas du tout 1800 watts. Par contre, le rendement sera meilleur. Et en fait, il consomme pareil, sauf qu'il produit pas la même température, il produit pas la même quantité d'air chaud puisqu'il avait pas le même flux. Donc c'est vraiment une bonne chose de dépoussiérer les appareils. Vous allez gagner en temps de chauffage. Ouais, ça a l'air d'être à peu près ça.
Non mais je suis quand même étonné, il souffle, alors il ventile tout le temps, mais il fait pas de zèle. Il fait pas de zèle. J'étais curieux de savoir aussi combien consommait la lampe que j'utilise au-dessus là justement, elle est donnée pour 200, non 100 watts. Combien consommes-tu? 90 watts. Ah là encore des économies. Maintenant qu'il est à 83, je vais le rebrancher un coup par curiosité pour voir un peu ce que ça donne. Parce que là, s'il se recharge à nouveau, genre moins de 5 minutes, c'est bizarre. On est branché. In 1335. La ventilation est en train d'augmenter légèrement. Elle s'accélère un petit peu. Donc il n'a pas que des seuils de déclenchement, il a une espèce de variateur. Et si j'allume le chauffage en même temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va nous donner ce qui sort et ce qui rentre? Ah, non, il remplace ce qui rentre par la valeur de ce qui sort. Et c'est là qu'avec l'appli, on peut voir les deux. Et là, il se met à souffler. Je sais pas si on peut permuter, genre... non, on peut pas faire apparaître. C'est dommage que sans l'appli, on puisse pas voir voilà, ce qui rentre. Parce que par exemple, avec le solaire, on aimerait bien voir ce qu'on arrive à rentrer en puissance et si on utilise quelque chose dessus, on veut savoir, enfin on veut les deux valeurs quoi. Pourquoi ils n'ont pas mis les deux valeurs? Enfin je veux dire celui qui n'a pas l'appli, il peut pas l'avoir, il peut pas le savoir à moins d'éteindre, de voir l'une, l'autre. Mais bon, comme il peut y avoir des variations, c'est pas grave, limite on s'en fiche, mais non en fait on s'en fiche pas, ça dépend des cas. Je crois que c'est son max en ventilation, en bruit de ventilation en tout cas. Il est 3h11, on va voir combien de temps il met à recharger là. Je viens de le ramener du garage, en une dizaine de minutes, il est monté à 99%. Alors après, je sais pas combien de temps il va mettre pour atteindre 100% à ce stade. Donc ça, j'ai pas besoin. Là aussi, on l'entend, il ventile tout le temps un petit peu comme ça. Il ventilait fort quand il était encore branché, en le débranchant, il ventilait plus. Donc, comme c'est l'heure de se faire un café, j'en profite pour tester ça. Et on va voir si, pour faire 2 cafés, il se met à souffler. Ah, il augmente un peu en vitesse là. Ça y est, c'est bon. Donc là, la cafetière, elle va chauffer, arrêter, plusieurs fois. Et sur certaines stations, ce genre de tirage de courant déclenche leur ventilation. Mais là, il a l'air d'avoir une gestion un peu plus intelligente que d'autres. Et certaines ne vont même pas du tout faire de bruit à ce stade. Donc ouais, c'est intéressant, ça dépend vraiment du firmware qu'ils ont installé. C'est ça qui gère les seuils de déclenchement des ventilateurs selon la température et la sollicitation, j'imagine aussi. Faut pas attendre la surchauffe pour commencer à ventiler, quoi. Toujours pas fait de café, ça fait 20 minutes. La soufflerie, elle est toujours constante. Ah, lui il se met en veille, voilà, au bout de moins 5 minutes je crois, l'écran il se met en veille. Il s'est mis à souffler un peu plus fort, mais pas au max non plus. Mais là je pense que ça va redescendre. Commence à tiédir un peu. Et surtout à ce niveau. Allez, je vais passer un coup d'aspi dans la Yaris. On a bien besoin d'ailleurs. On va regarder un peu l'état. Comme ça, vous verrez après. Bon, je vais aller vite, hein, mais putain, il y a beaucoup de gravier carrément. Ça fait très très longtemps qu'on l'a pas fait. Le pauvre. Puis derrière, putain, mais quel bon.
Bon, on va dire ça va être pour dégrossir. Je vais l'allumer pour voir combien il consomme. Ah si, vas-y. Allez, je fais toute la voiture. On verra quel pourcentage il y a à la fin, avec 93. Et on verra aussi si la ventilation est très bruyante ou si ça va. Voilà, je viens de terminer. 65%. C'est bien calé. C'est pas exceptionnel. Tous ceux qui font du detailing, ou enfin non, n'importe qui a déjà aspiré sa voiture avec des moquettes comme ça bas de gamme, vous savez que c'est pourri, quoi. C'est vraiment insupportable. Bon, au moins c'est un peu dépoussiéré, après il faudra que je nettoie les sièges. Mais j'ai fait les 4 côtés, voilà, les 4 places. Très compliqué, hein, dans ces... Même les tapis de sol, ils sont très désagréables à aspirer. Il y a toujours ces petits graminées là qui viennent se mettre dedans et qui se coincent super bien. Mais bon, voilà. C'est un peu plus propre. Ça faisait, comme je vous disais, facilement 1 an qu'on l'avait pas fait. Par contre, j'ai rencontré quelques problèmes. J'ai pas réussi à le faire aussi facilement que prévu. Ben là, je vous ai montré, il a démarré. Regardez, on va voir normalement. Enfin, il me l'a fait plusieurs fois le coup. Je vais essayer de le redémarrer. Il risque de pas démarrer. Oh le con. Il redémarre. Bon, parce que plusieurs fois il m'a fait le coup de la surcharge. Je sais pas pourquoi. Et donc ah voilà. Voilà. Là il démarre pas. Et il a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il tire plus de 4000 watts au démarrage? Non, ça m'étonnerait. Donc j'ai dû faire ça plusieurs fois. J'ai même redémarré plusieurs fois. Enfin, une fois à chaque fois, parce qu'il me l'a fait 2 fois, 2 séries où il voulait pas partir. Et là, il repart. Voilà, alors je sais pas. Ça, je sais pas du tout pourquoi. Mais je vous le montre. Et voilà, je vous conseille à chaque fois que vous avez ce genre d'appareil, de faire plein de tests rapidement quand vous le recevez, pour voir s'il n'y a pas des soucis et le renvoyer direct en SAV. Parce que plus on attend, plus après, les vendeurs peuvent avoir tendance à dire « Ouais, mais vous l'avez fait tomber, vous avez fait ci, vous avez fait ça. » Bon, je sais pas. Là, ça en marche normal. Et là, non. Pourquoi? Voilà. Trop bizarre. Donc, j'ai insisté jusqu'à ce que ça remarche à chaque fois. Mais voilà ce que ça fait. Bon, en tout cas, j'ai pu tout aspirer. Vous voyez ce que ça a consommé pour faire une petite voiture. Une petite voiture méchante. En fait, ça me prend plus de temps à aspirer celle-ci que la BM là-bas. Les moquettes sont pas du tout les mêmes. L'autre, en fait, ça se nettoie facilement. À part les taches parce que l'intérieur est beige, mais sinon ça s'aspire facilement les moquettes style velours. Bon, c'est pas le sujet. Comme je vous dis toujours, je vous montre tout. Il y a un truc bizarre avec ça. Et si vous avez constaté le même problème et que vous avez cette station d'énergie, n'hésitez pas à me le dire. C'est peut-être un cas isolé, mais peut-être pas. Donc autant que ça arrive aux oreilles de la marque pour qu'ils corrigent éventuellement ce problème. Alors hier soir, enfin fin d'après-midi, quand j'ai terminé l'aspirateur, j'ai juste posé la station d'énergie, je ne l'ai pas éteinte. Je voulais voir si elle s'éteint toute seule ou pas. Ou si elle s'est complètement vidée. Ben là le bouton il n'est pas allumé. Donc soit elle s'est éteinte, soit elle s'est drainée. Elle était à 65%. Ah! Alors est-ce qu'elle l'est vraiment? Donc moi en fait je voulais voir si elle s'éteignait toute seule au bout d'un moment. Donc elle s'éteint toute seule. Je sais pas par contre au bout de combien de temps. Autant pour moi, il le disait. Si les modes AC et DC ne sont pas activés, la station d'énergie s'éteindra automatiquement au bout de 12 heures. Ah, si le mode DC est allumé et que aucun courant n'est tiré,
Donc si ça c'est activé, mais qu'on n'a rien de branché sur aucune sortie 12 volts, ça va s'éteindre automatiquement, enfin rentrer en veille automatiquement au bout de 24 heures. Par contre, ils disent pas pour AC, donc je pense qu'AC, ça va pas se mettre en veille de sitôt. Je vais le laisser comme ça, on va voir s'il se passe quelque chose ou si elle se draine. On verra. Alors, quasiment 24 heures plus tard, à une demi-heure près, je reviens voir où ça en est. C'est plus allumé, visiblement. Alors, est-ce qu'il s'est éteint tout seul ou est-ce qu'elle s'est drainée complètement, cette station d'énergie? Ben, on dirait que... Ah non. Ouais, c'est drainé complètement, d'accord. Voilà, donc si on n'éteint pas, elle ne s'éteint pas toute seule. Bah, comme il y a du soleil un peu là-haut, je vais en profiter pour remettre les panneaux solaires. Recharger gratos, quoi. Le plus possible. Aujourd'hui, je m'y prends un peu plus à temps, donc le soleil arrive au toit de la salle de bain. Et j'ai mis deux panneaux solaires, ouais. L'EcoFlow de 160 watts et le X-Star SP100 de 100 watts. Et vous allez voir que... Alors l'exposition, je n'ai pas pu la travailler parfaitement comme je voulais. Parce que là, si je le bouge celui-là, ça plus en avant. Celui-ci fait de l'ombre dessus. Et lui, avec le toit comme ça, j'ai pas forcément la bonne inclinaison. Mais malgré tout, regardez ce que ça me sort. 78 watts. Et je suis passé de 0 à 2% en midi 10. Voilà, 15 minutes. Mais ça monte pas vite. Enfin, c'est là où il faut pas non plus... On a vite fait de vendre du rêve avec ce genre de truc. Mais vous voyez que même avec 260 watts de panneau, là j'arrive à grappiller 79 watts. Ça dépend, le ciel est un peu voilé aussi. Hein. Dégagé, il devrait probablement être facilement autour des 130. Dans cette config pas optimisée. Mais voilà, si on peut pas bien positionner les choses, et puis aussi son régulateur, je sais pas exactement comment il gère. Normalement c'est un MPPT, a priori de qualité. C'est autour de 80 watts. Tout à l'heure c'est monté à 110 watts, donc dans exactement cette config. Donc ça dépend aussi des passages de voile nuageux, enfin on voit hein, quand même. Donc si on veut optimiser la quantité de récolte solaire, il faut vraiment avoir une grosse puissance de panneau, parce que c'est rare que ça tournera au max. Bon je vais laisser comme ça tant que j'en ai, il va bientôt repasser derrière la crête le soleil de toute façon, donc je vais pas tout redéplacer, mais c'est pour voir un peu combien je peux prendre et en combien de temps, avec deux panneaux en série comme ça. J'essaie donc juste brancher en série, puis dans la station. J'ai pas eu besoin d'autres accessoires que ceux qui étaient fournis avec les panneaux, et ça c'est le câble de la station, donc voilà. Facile à mettre en place. De retour au garage, c'est pas glorieux ce que j'ai récolté comme énergie solaire. 5%. On est monté à 5%. Je vais le brancher maintenant avec ça pour lui faire une charge complète électrique. Pourquoi il actionne direct AC? Ah non, en fait ça s'allume parce qu'automatiquement on peut utiliser le courant. En fait ça va passer à travers la station d'énergie sans utiliser l'onduleur normalement. Mais du coup il affiche là, je peux pas le désactiver normalement. Non voilà. Ça je peux quand même l'activer, désactiver. Ça fait 55 minutes à peu près. Et ça va vite la charge. Hein. Je l'ai vu monter, donc au début il a commencé vers 400, après il est passé vers 900, je l'ai vu monter jusqu'à 1400 et là il est autour de 1000 et on entend sa ventilation plutôt intense. C'est à peine tiède ici, donc je pense qu'il va pas tarder à terminer. Peut-être que la dernière phase elle va prendre un peu plus de temps, mais bon voilà, là on aura déjà une bonne charge en moins d'une heure. Il est temps de conclure. Et une fois de plus, longue vidéo que j'ai même dû couper en deux. Par contre, vous n'êtes pas cool quand... Pas tout le monde, mais ceux qui disent que tu fais des vidéos trop longues. J'estime que pour pouvoir faire un retour correct, il faut quand même tester différentes choses. Sinon, je peux vous faire lecture de la liste de la fiche technique, des spécifications. Je vous dis ouais, ça marche, je la branche dans une prise, regardez, elle se recharge, je branche un sèche-cheveux dessus, regardez, ça marche, et puis voilà. Mais je trouve pas ça totalement honnête. Et surtout, si on ne fait pas des tests comme je fais, on ne peut pas voir s'il y a des anomalies ou des choses bizarres, comme on a pu voir avec l'aspirateur. Donc de toute façon, je continuerai à faire mes tests comme je l'ai fait, donc de manière assez longue et presque comme des lives. Enfin voilà, je filme et je trafique pas ce que j'ai filmé, je vous montre directement. Avec, sous la vidéo, les chapitres, comme ça vous pouvez aller voir les sections qui vous intéressent et pas vous taper une vidéo de
de 50 minutes, 1 heure, 2 heures, enfin des vidéos très longues, comme je sais bien les faire. Par contre, si vous en fichez de voir des tests vraiment avec des appareils, postes à souder, aspirateurs, souffleurs, radiateurs, des trucs comme ça, vous pouvez aussi me le dire clairement en commentaire, de me dire on veut juste une lecture des spécifications. Comme ça, moi, ça me fera des tests beaucoup plus simples. Hein. Je reçois les produits, je lis la fiche technique, terminé. C'est sûr que je gagne du temps et de l'argent parce que là, je peux en passer des machines hein, si je fais ça. Bon, je vous ai fait une liste des points négatifs et des points positifs. J'ai essayé d'être assez complet et une fois de plus pour vous aider à vous faire une idée. Parce que je suis pas là pour vous vendre cette marque. Comme dans toutes mes vidéos, en fait, je fais pas ça pour vendre. Je fais ça pour vous aider à faire un choix. Bon, là, elle a redémarré normal, elle est toujours à 100%, nickel, ça fonctionne. Ok, voilà. Alors, je vais commencer par les points négatifs parce que j'aime bien terminer sur une note positive. Donc, c'est parti pour ce que moi, j'ai noté. Comme après, il y a des choses qui sont négatives qu'on peut pas contredire. Puis après, il y a aussi mon point de vue personnel. Enfin, mon point de vue, il est déjà personnel, bref. Alors, premier truc sur lequel je veux venir, qui est un point négatif selon moi, enfin, c'est un point négatif par rapport à la concurrence, c'est le type de batterie. J'ai vu certaines personnes parler de ce produit, à la fois dans des commentaires d'autres vidéos, et même certaines personnes qui la testent, qui parlent de batterie lithium fer phosphate. Mais c'est pas le cas. C'est pas une batterie lithium fer phosphate, c'est une batterie NMC, ce qu'on appelle plus couramment lithium-ion. Si vous ne voyez pas écrit lithium fer phosphate vraiment mis en avant, ou LiFePO 4 ou LFP, c'est que c'est une batterie lithium-ion qui a une durée de vie bien moins importante que les batteries LFP. On est plutôt, normalement, si on prend la même base de comparaison, sur à peu près 800 cycles pour une NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Je crois que c'est en général ces trois métaux. On appelle ça aussi des batteries lithium ternaires. Et donc les LFP sont plutôt sur 2500, 3000. Voilà. Donc il y a une grosse marge, une grosse différence. Et j'ai l'impression que celle-ci elle est souvent mise en avant. Et d'ailleurs il y a un truc qui est un petit peu trompeur sur leur site. Ils disent 2500 cycles. Mais les cycles, il faut voir quel type de cycle? Est-ce que c'est 2600 cycles de 100% à 20% de décharge ou de 100% à 40% de décharge? Voilà. Donc, quand j'ai vu au début la fiche produit, je me suis dit, ah, 2500 cycles, ça doit être une lithium fer phosphate. Après, j'ai regardé les spécifications, c'était pas explicité, le type de batterie. Et après, quand j'ai regardé la fac, donc les questions-réponses, là, ça disait bien lithium ternaire. Donc on est sur du lithium-ion. Là c'est un inconvénient du coup sur la longévité parce qu'elle va tenir moins longtemps que les autres et au prix où elle est sur leur site, ça la rend moins concurrentielle, ça la rend pas forcément intéressante par rapport à la concurrence au niveau de la batterie. Je parle pas forcément du reste du matériel, mais en tout cas au niveau de la batterie, ça peut vraiment freiner un achat. En revanche, dans le lien, dans la description, je crois qu'ils m'ont demandé de mettre le lien d'Amazon parce que sur Amazon elle est à 2000 ou 1999 € et il y a un coupon de réduction qu'il faut cocher et ça vous la fait caler à 1300, un coupon de réduction de 700 €, ça vous la fait caler à 1300 €. Et là c'est intéressant. Là je trouve que c'est un prix qui est pertinent par rapport, et même intéressant, dans ce cas-là elle devient vraiment intéressante par rapport à la concurrence. Mais le prix de base, le prix sur leur site, je trouve ça trop cher. Enfin pour moi c'est... je n'achèterai pas personnellement à cause du prix. Les autres points négatifs, on a à chaque fois qu'elle est allumée une ventilation légère constante. Mais elle est légère, on l'entend quasiment pas, mais une ventilation constante par rapport à d'autres stations où ça ventile pas quand elle est allumée qu'il n'y a rien qui tire dessus. Pas d'estimation de temps de recharge solaire. En tout cas moi ça s'est pas affiché les 2 fois que j'ai testé. Donc je trouve ça un peu dommage, c'est bien si on branche le panneau. Après bien sûr ça fluctue, mais voilà, ça pourrait nous donner une estimation de combien de temps il faudrait qu'on reste branché avec cette puissance solaire pour recharger complètement la batterie. Ça y est pas, c'est dommage, ça pourrait tout à fait se faire puisqu'on a de l'électronique, un écran et tout. Bon, voilà, peut-être juste une petite question de mise à jour du firmware, peut-être ça peut se faire plus tard, je ne sais pas. Il n'y a visiblement pas de gestion de mise en veille de la sortie AC. On a vu que tant que le bouton AC était allumé, la station restait allumée jusqu'à se drainer totalement. Donc ça c'est dommage. L'appli est très basique. Pour moi c'est juste une télécommande. Ouais, télécommande avec visualisation de ce qu'on a à l'écran ici. L'aspect général, je trouve qu'il fait un peu trop plastique. Un peu trop plastique, presque un peu cheap. Mais c'est juste une première impression. Peut-être que c'est aussi solide que les autres.
Et après, c'est aussi facile à nettoyer et tout. Mais voilà, c'est juste sur le ressenti, il n'y a rien de flatteur, on va dire. Pareil pour ça. C'est très bien que ça y soit. Mais ça se plaque pas parfaitement bien. C'est pas ultra ajusté, ça aussi. Voilà, c'est un peu... Voilà, rien de flatteur. Dans cette gamme de prix, la capacité est plus basse que la concurrence. Il n'y a pas de lumière. C'est un truc que quand je teste une station d'énergie qui a un éclairage intégré, je trouve que c'est vraiment un point positif. Bon, là, il n'y en a pas. Pas de charge par induction. La notice n'est qu'en anglais, mais la station est très facile à utiliser. Et en dernier, alors est-ce que c'est lié uniquement à ce modèle? Est-ce qu'il y a des défauts? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est généralisé? Et ça, n'hésitez pas à m'en faire des retours dans les commentaires si vous avez rencontré les mêmes bizarreries, comme au démarrage le premier coup où ça s'est rechargé à fond en un rien de temps. Et le truc avec l'aspirateur où ça voulait pas se lancer à chaque fois. Enfin, ça se mettait en surcharge. Voilà. Ça, c'est bizarre. Après, j'ai pu quand même continuer, mais j'ai dû m'y reprendre à beaucoup de fois pour pouvoir faire fonctionner l'aspirateur. Ça, je ne sais pas d'où vient le problème. Ouais, et peut-être la sortie de recharge derrière qui est juste voilà, en plein milieu comme ça. Ça pourrait gêner dans certaines utilisations. Mais, voilà. Alors, dans les points positifs, très facile à utiliser. Elle est performante. Elle a une bonne puissance. Une bonne puissance par rapport à sa capacité, qui est un peu plus basse que ses concurrentes directes, on va dire. Mais voilà, 2400 watts continu jusqu'à 4000 watts en crête. C'est pour sa taille et son poids, c'est très intéressant. Et ça, là, on a l'avantage d'avoir du lithium-ion, c'est que c'est plus léger. Donc, ça nous fait une station qui est vraiment plus facile à trimballer. Comme vous avez pu voir, elle fait moins de 15 kg, donc c'est quand même une grosse différence parmi d'autres concurrentes. Elle a une protection contre les surcharges efficace, on l'a vu. On a l'écran qui se met en veille, ça c'est bien. Certaines, il reste tout le temps allumé au moins à un des deux niveaux d'éclairage. Bon, lui, il se met en veille au bout d'un certain temps. Rapidement d'ailleurs, même 5 minutes. Je l'ai dit, léger pour sa puissance. Donc un bon rapport puissance-poids. Il charge rapidement. Ça, c'est l'avantage d'avoir une capacité un peu plus basse aussi. Et je crois que le lithium-ion peut se charger plus rapidement que le lithium fer phosphate. Ça, on l'a vu, ça s'est chargé rapidement sur secteur. On a une belle puissance de charge solaire, jusqu'à 650 watts, c'est quand même intéressant. On peut mettre pas mal de panneaux et si on a cette puissance, ça va charger beaucoup plus vite que si elle était limitée. Je crois que la version d'avant, la S2000, elle était limitée à 500. Donc là, on a 150 watts de plus, ça peut permettre d'être un peu plus à l'aise, enfin de recharger plus vite si on a la capacité en panneau solaire qui suit derrière. Les 4 sorties AC protégées, donc le fait qu'il y en ait 4 déjà, c'est super. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance, mais on peut avoir besoin de plusieurs prises, et ça évite de devoir mettre une multiprise. Et en plus, protéger de la poussière et éventuellement des éclaboussures. Ça, je trouve ça top. Pas de bloc d'alim, très bon point aussi. Juste un câble. Et d'ailleurs, voilà, les câbles sont fournis dans cette petite pochette. On a ce qu'il faut pour le solaire, pour recharge par allume-cigare et recharge secteur. Tip top. Le design, en fait, je l'aime bien, même si on a ce côté très plastique, je la trouve bien faite. Comme j'ai dit, pas nickel pour porter longtemps dans la forêt, voilà, mais sinon, elle est facile à manipuler, à transporter. Là, le fait qu'on ait cette forme, ça fait que ça va être on peut pas vraiment plaquer la ventilation contre une paroi, contre un truc souple bien sûr, c'est pour ça qu'il faut jamais mettre genre une serviette dessus quoi. Si vous êtes au soleil, mettez pas une serviette dessus en se disant elle sera à l'ombre, ça va boucher les ventilations. Mais voilà, on peut pas la mettre dans un espace où elle sera totalement inventilable. Ça des deux côtés, c'est un bon point. Elle est silencieuse quand même, parce que même quand on l'utilise, le niveau de ventilation est variable et pas selon certains seuils, c'est pas genre pas de ventilation, niveau 1, niveau 2, où il y en a certaines où ça turbine, c'est voilà, c'est assez sonore. Celle-ci, c'est vraiment une ventilation, d'après ce que j'ai pu observer, qui est asservie à la puissance qu'on va lui demander. Donc vraiment variable, et ça c'est un bon point, parce que la plupart du temps, elle va pas être gênante. Elle est plus bruyante à gauche qu'à droite, mais globalement, ça reste une station qui fait pas de zèle dans la ventilation. Ça, c'est appréciable. Surtout si on l'a dans un espace restreint. Donc design, je disais, moi j'aime bien. Voilà. Pratique, bloc, tout en façade, à part la recharge, ça aussi c'est un truc qui me plaît. C'est le
style de station que j'aime le plus quand tout est en façade, mais ça c'est mon avis. Ça c'est peut-être pas un avantage selon ce que vous aimez. La sortie 30 ampères, même si je l'ai pas utilisée, je pense que c'est un atout, surtout si on l'utilise du coup avec un camping-car. Là c'est vraiment tip top. On peut avoir un bon combo, panneau solaire, station d'énergie, camping-car qu'on branche dessus. Très intéressant. Fonction UPS. Donc source ininterrompue de courant si on a des appareils branchés dessus et que la station est branchée sur le secteur. S'il y a une coupure de courant, tout ce qui est branché sur la station ne sera pas éteint. Ça prend le relais instantanément. Donc si vous aviez besoin d'une station qui peut gérer des appareils, de l'électronique, voilà, n'importe quoi de critique qui ne doit pas être éteint, même pendant une seconde, ça va le gérer. Et en dernier, sa taille, je la trouve une fois de plus très intéressante. Il y a le poids aussi, mais la taille, le format, il est vraiment bien pour sa puissance. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien que vous pouvez contacter aussi le fabricant. Moi, je suis qu'un modeste testeur et je ne l'ai pas testé en situation réelle sur la durée. Mais comme toujours, j'essaye de la mettre à l'épreuve avec différents appareils pour que vous puissiez voir si ça tient le coup ou pas. Donc quelques anomalies, globalement je dois dire que c'est une station qui me plaît et quand ils passeront, parce qu'ils vont le faire c'est sûr, ils sont obligés pour rester dans la course, quand ils passeront ce modèle en batterie LiFePO 4, là je pense que ça sera un produit facilement recommandable. En espérant, et ça j'attends éventuellement vos retours ou d'autres retours, que les bugs que j'ai eus, notamment avec l'aspirateur, soient une exception. Voilà. Ça, c'est à voir. Sinon, garantie, combien je vous avais dit? Garantie 2 ou 3 ans? Non, 2 ans. Ouais, garantie 2 ans à partir de réception. Et je l'ai déjà dit, mais si vous ne l'avez pas entendu dans la vidéo, quand vous recevez ce genre de produit, essayez de le tester un max au début. Mais vraiment rapidement, branchez des trucs dessus qui consomment, testez s'il n'y a pas des problèmes de surintensité, regardez s'il n'y a pas des points chauds, enfin des trucs bizarres. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de renvoyer un produit en garantie rapidement, plutôt que si ça fait plusieurs mois que vous l'avez déjà et que le vendeur vous dirait ouais mais si ça vous l'avez fait tomber, il a pris la poussière, il a pris l'humidité, machin, enfin bon. Ça évite beaucoup de problèmes si on sait tout de suite. Après il peut y avoir des problèmes par la suite, mais des fois il y a des problèmes tout bêtes qu'on pourrait déceler dès le début et si on ne le fait pas, ça peut compliquer la vie. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Et maintenant, avec cette 4e station, je vais pouvoir vous faire un comparatif avec les 3 autres que j'ai. À peu près le même niveau de puissance et de capacité, avec quelques petites variations quand même. Mais je pense que ça sera intéressant de le faire. Et j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. Une fois de plus, je ne veux pas vous influencer. Je veux vous éclairer. Je suis un éclaireur. Je veux pas que vous soyez déçus. Ah, ben vraiment un look presque un peu militaire, c'est ça que j'aime bien. Parce que ça va bien avec ma veste, dis donc, la même couleur. ouais, j'aime bien ce look, voilà, un peu militaire. Voilà. Et elle est allée en forêt, alors que j'avais pas spécialement prévu, mais ouais, à voir. Produit intéressant. Ciao, ciao.